Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio et ravi de vous retrouver avec André Berkoff. Nous sommes en direct de 12h à 14h et aujourd'hui, il y a un sujet qui met André dans tous ses états. C'est notamment, André, le coup d'état de Davos. Oui, ouais. D'ailleurs, il n'y a pas que moi que ça a mis dans tous ces états. C'est le monde. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je vais vous dire, en tout cas c'est mon avis personnel, mais je ne suis pas le seul à le penser, c'est que ce qui se déroule en ce moment à l'échelle du monde est au moins aussi important que la fin de la guerre, que l'écroulement du mur de Berlin, la chute de l'URSS. Tous les plaques tectoniques se sont mises en marche. On va en parler, on va parler de ça, on va parler de l'Iran, on va parler de tout. Et 0826 300 300, nous sommes en direct, n'hésitez pas à nous appeler si à un moment donné vous avez envie de commenter ce qui va se dire et vous allez voir vraiment comment au fond les choses sont en train de changer mais d'une manière incroyable, que ce soit effectivement ce qui s'est passé à Davos avec Donald Trump, on va en parler avec le journaliste Gérald Olivier, que ce soit sur la généralisation du halal en France. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Pourquoi KFC, Five Guys et beaucoup d'autres entreprises alimentaires, de restauration se mettent au halal ? Pourquoi pas ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et puis on va parler aussi de cette extraordinaire, il faut le dire, parce que c'est la première fois, commission d'enquête parlementaire sur le service public de l'audiovisuel, avec Charles Aloncle, avec le président, et vous allez voir ce qu'ils ont dit sur les liens de Soros et de Reporters sans frontières. En tout cas, nous, on est là, non seulement pour avoir question à tout, mais pour dévoiler tout ce qui peut se dévoiler. Et oui, André Berkoff est de 13h à 14h, la culture dans tous ses états, et aujourd'hui, André, nous allons recevoir Mitra et Jazipour. C'est une jeune Iranienne qui a eu le courage de retirer son hijab lors du championnat du monde d'échecs à Moscou en 2019 exactement. Elle sort un livre passionnant, André, et cet acte de rébellion lui a valu d'être condamnée à l'exil. Elle vit en France actuellement et ce depuis 6 ans. Elle va nous raconter son combat, ce combat qu'elle mène pour la liberté, pour toutes les femmes iraniennes. Voilà, effectivement. Et encore une fois, 0826 300 300, nous sommes en direct, donc n'hésitez pas. Après que nous ayons parlé justement de l'Iran et de Davos et du coup d'État, c'est un coup d'État à l'échelle mondiale, et puis sur l'Iran bien sûr, avec cette championne d'échecs. À tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. L'expédition franco-danoise découvre à l'extrême nord du Groenland le corps d'un homme parfaitement conservé dans la glace de la banquise. I need water. Help me, I need water. Nous ne devons absolument pas sous-estimer la parole du président américain. We need Greenland first. Nous sommes dans un monde qui se dérègle. You know Emmanuel Macron. Nous évoluons dans un monde de grande puissance avec une vraie tentation de se partager le monde. I love the French accent. Emmanuel, is it a dance party with Beyoncé? Si la souveraineté d'un pays allié était touchée, les conséquences en cascade seraient inédites. You're gambling with World War III. Je leur promets le feu et la fureur. Et oui, cet état André Berkoff à Davos, un coup d'état a lieu à Davos où depuis lundi se déroule le 56e Forum économique mondial, André. Oui, après un très bon teasing de Julien, de notre réalisateur, je dois dire que effectivement, vous savez,
j'ai quand même un scoop parce que vous risquez d'être un peu... L'homme qui a été découvert dans les glaces depuis 200 ans, c'est pas Donald Trump. Non. Il ne sort pas du glacier du Groenland. Mais en même temps, on a l'impression qu'il en sort parce que ce qui s'est passé depuis 48 heures à Davos, et ça continue dans ce forum économique mondial, le temple, je rappelle, du globalisme et de la mondialisation heureuse, chère à Alain Minc, eh bien, on était dans une euphorie formidable. Et puis là, patatras, on est en train de changer de monde, de règles, on est en train de changer de logiciel. On va en parler notamment avec le journaliste Gérald Olivier, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on va parler évidemment de tout. On va parler du halal, puisqu'il y a énormément de gens qui y sont. Mais pour le moment, avant de parler de halal et compagnie, il est arrivé, Trump. Et quel que soit ce qu'on peut penser, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, qu'on le déteste, qu'on le prend pour un charlatan ou un fou, ou pour un génie, ou pour un disrupteur, incontestablement, il a changé la donne parce que c'est le miroir qui réfléchit, comme disait Cocteau. Il a dévoilé quoi ? Une certaine et une hypocrisie certaine qui règne depuis des décennies, où on dit tout va bien dans le meilleur des mondes, l'Europe ceci, l'OTAN c'est là. Mais sur l'Europe, sur l'OTAN, sur le Groenland, sur ce qui se passe, sur les éoliennes, sur l'immigration, il a envoyé ses scuds et chacun répond dans le désordre le plus intéressant. Bonjour Gérald Olivier. Bonjour André. Bonjour. Vous êtes journaliste franco-américain. Je rappelle que vous êtes éditeur du blog France-Amérique. Et c'est vrai, Gérald Olivier, qu'on vit depuis quelques jours. Ça fait même plusieurs mois et aussi non plusieurs années. Mais là, il y a eu ce que j'appellerais, en tout cas moi, le moment de vérité. C'est-à-dire, il est arrivé, Trump, d'ailleurs, avant lui, Lutnick, l'un de ses adjoints, l'un de ses bras droits, et Scott Bessent, le secrétaire d'État aux finances, enfin de Trump. Ils avaient commencé à dire un certain nombre de choses, mais alors là, l'apothéose, ça a été ce qui s'est passé là. Et puis on va parler aussi évidemment du Club de la paix, de ce Conseil de la paix organisé et qui est déjà en rupture. Mais Gérald Olivier, est-ce qu'il y a quelque chose, il dort quand Trump ? Je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il a une demi-heure de sommeil, 2 heures de sommeil ? Parce qu'on a l'impression qu'il a un clone, qu'il a un avatar qui est là quand lui dort, l'autre, il y va avec la même ferveur. Dites-moi. Oui, mais vous avez parfaitement raison. Vous savez qu'à bord d'Air Force One, les journalistes détestent quand Trump vient s'asseoir à côté d'eux. Parce que eux, ils ont envie de dormir pendant le voyage, lui pas. Et s'ils ne dorment pas, ils peuvent pas couvrir l'événement le lendemain, alors que lui, il est en pleine forme. Mais plus sérieusement, à Davos, en effet, il s'est passé deux choses formidables. La première, c'est que malgré tout, les tensions sur le Groenland sont retombées, et on pourra revenir là-dessus. Mais ce que vous avez parfaitement souligné et que j'avais également remarqué, c'est que toute la première moitié du discours de Trump a été consacrée à condamner l'ordre, la mondialisation heureuse de Davos, et puis de dénoncer l'hypocrisie des Européens. Il a vanté les réussites économiques de son administration depuis 1 an, et ensuite il a souligné que l'Europe, de son côté, elle était victime de la grande arnaque verte, les fameux les moulins à vent et toutes les éoliennes. Les intermittentes du spectacle. Ouais. Exactement, et qui ont fait que sa production d'énergie est en train de sombrer, que son économie est en train de sombrer, qu'elle a abandonné ses frontières, qu'elle a une politique migratoire qui conduit à sa dilution civilisationnelle, et en gros qu'il y a là un vrai fossé qui s'est créé entre les États-Unis et l'Europe. Et ce qu'il faut peut-être retenir sur le plus long terme de ce Davos, c'est que, je dirais, le début de la fin a peut-être commencé là. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'en dehors du discours de Donald Trump, il y a 3 discours qui ont été beaucoup écoutés, beaucoup répercutés dans les médias. C'est celui du chancelier allemand, celui du Premier ministre canadien et le discours de Macron. Et tous les 3 ont enterré l'ordre international actuel. Et en fait, celui qui l'a sauvé, c'est Trump, en disant « Rassurez-vous, je ne vais pas attaquer le Danemark et je vais pas envahir le Groenland ». Ce que tous ceux qui étaient sérieux savaient à l'avance. On sait très bien comment Trump fonctionne.
Il fait des menaces qui sont là pour déstabiliser ses adversaires ou ses interlocuteurs, sachant que ce qu'il veut, c'est pas arriver jusqu'au bout, mais obtenir quelque chose à mi-chemin. Gérald Olivier, vous le savez absolument, pour avoir lu comme moi et comme beaucoup d'autres The Art of the Deal, qu'est-ce qu'il fait? Il commence par dire, allez, je vais, tarif douanier, allez, vous voulez pas 10%, et puis 25% en juin. Ils ont dit non, Donald, et il dit, écoutez, non, on va pas le faire. Vous êtes d'accord pour le Groenland? Oui, on est d'accord pour le Groenland. Mais dites-moi, Gérald Olivier, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, en fait, il agit, alors on peut penser des tas de choses de lui, il n'a pas de surmoi, il y va brut de décoffrage, très bien. Mais c'est un révélateur, parce que il y a eu 2 épisodes, moi, qui m'ont absolument frappé. Vous vous rappelez le contingent de 15 soldats allemands et de quelques soldats français qui arrivent au Groenland, évidemment, pour contrer, pour faire la résistance. Bon, ils repartent 48 heures plus tard. Deuxièmement, et aussi, cette histoire, évidemment, du Art of the Deal. J'envoie les scuds sur les tarifs douaniers. Tout le monde dit, ça s'affole, en disant, mais c'est un fou, qu'est-ce qu'il fait? Et après, il donne l'impression aux gens qu'ils ont gagné parce qu'il a retiré les trucs tarifaires, quoi. Absolument, et c'est d'où l'expression que les Américains ont autour de lui, où on dit qu'à la fin, il se dégonfle toujours. Mais dans la réalité, c'est Trump qui a mis l'intérêt stratégique du Groenland sur la table. Ouais. Ça faisait des décennies que le Danemark et les Européens et l'OTAN en général ignoraient le Groenland. Et d'ailleurs, les Chinois avaient commencé à y mettre le pied, et c'est Donald Trump qui a stoppé tout ça. Donc, le bilan des courses à l'heure actuelle, on ne connaît pas trop encore l'accord qui a été évoqué lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN suite au discours de Trump. Mais il y aura un renforcement de la défense du Groenland. 2, il y aurait des droits et comment dirais-je, des concessions minières accordées aux États-Unis. Oui, absolument. Voilà. Ouais. Et 3, il y aurait le déploiement de missiles défensifs face à l'armada russe qui se trouve de l'autre côté du cercle polaire. Donc, sur le fond, c'est Trump qui gagne. Et attendez, et ça lui coûte pas un sou, puisque c'est le Danemark qui va continuer en principe à payer. Et c'est l'OTAN qui va payer. Absolument. Ouais. Non, mais le fond est là. Donc on peut se moquer de la méthode, mais le résultat est quand même toujours efficace. Et puis l'heure de vérité, enfin le côté, le rappel, la piqûre de rappel, quand l'histoire de l'OTAN. C'est intéressant, parce qu'au début, Marc Rutte, tous les autres disaient l'OTAN. Sauf qu'il dit, attendez, on le sait, même maintenant, l'Amérique, les États-Unis, c'est le 2/3 du budget de l'OTAN vient des États-Unis. Donc, les mecs, ils lui disent, attendez, on veut bien, mais participer un tout petit peu plus. Donc, en fait, Gérald Olivier, est-ce que si on prend un peu de distance par rapport à ça, on a vraiment l'impression, non pas d'un renversement, juste un mot aussi, ce qui m'a beaucoup frappé, et je suis sûr, vous aussi, c'est que Poutine a dit, le Groenland, ça nous intéresse pas, c'est pas notre problème. Hein. Bon, il s'arrangera entre... C'est quand même gros. Il a dit textuellement ça, et puis il dit, je suis prêt à donner $1 milliard au club de la paix de Trump. Il y a quand même quelque chose qui se passe là. Ah oui, ça c'est fondamental. Alors il faudra voir jusqu'où va ce club de la paix, tous ceux qui sont pour l'instant qui refusent d'y rentrer ont bien compris que c'était un substitut à l'ONU, que l'ONU n'est pas capable de remplir sa mission, que l'ONU a été détournée par tous les pays du Sud et tous les pays acquis justement à cette mondialisation où le Nord paie pour industrialiser et développer le Sud à ses propres dépens, et ça Donald Trump ne veut pas le cautionner ni le financer, donc il est en train de monter une organisation parallèle qui au départ, souvenons-nous, le Conseil de la paix devait être uniquement consacré à Gaza. Oui, il s'agissait de gérer Gaza et d'organiser sa reconstruction et de la financer. Et donc les comment dirais-je, les personnes de bonne volonté, ceux qui étaient prêts à apporter de l'argent, allaient avoir un siège à ce nouveau Conseil de la paix. Mais d'ores et déjà, on parle d'aller au-delà. C'est-à-dire de s'intéresser à d'autres conflits que celui de Gaza, et on voit très bien que ce Conseil de la paix, il est en train de se monter comme une institution parallèle aux Nations Unies. Donald Trump a dit qu'il allait travailler conjointement avec les Nations Unies, mais on verra. Quand on connaît l'inefficacité des Nations Unies, et quand on connaît le souci de Trump... Que De Gaulle appelait le machin, vous vous en souvenez? Le machin, voilà. Et donc là, on a un deuxième bouleversement, parce qu'en fait, il est évident que cette institution américaine, enfin c'est pas américaine, mais cette institution qui au départ avait été montée par les États-Unis à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et dont le siège est toujours à New York, aujourd'hui, sans qu'on le dise,
elle a quand même perdu énormément de son utilité, parce que c'est pas elle qui a fait la paix à Gaza, c'est pas elle qui a fait la paix au Congo, c'est pas elle qui a fait la paix en Arménie ni en Azerbaïdjan, ni ailleurs, c'est Trump. Donc il y a une montée parallèle. Oui, et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est encore une fois mise en question de l'ONU, mise en question de l'OTAN, en tout cas relativisation absolue de c'est le cas de le dire, de ces deux institutions. Ne parlons pas de l'OMS que les États-Unis viennent de quitter l'Organisation mondiale de la santé. Les États-Unis viennent de quitter officiellement il y a 2 jours. Au bout d'1 an, c'est quand même assez pas mal. Mais alors, je voudrais vous poser une question aux journalistes que vous êtes. Et comment vous expliquez qu'un certain nombre, et on ne nommera personne, comment vous expliquez qu'un certain nombre de médias de notre cher pays, de médias français, continuent qu'on soit pour ou contre, qu'on critique Trump ou pas, mais de nier le réel, c'est-à-dire de s'être enfermé dans une espèce de narratif, je ne dirais pas le métaverse, et de dire non, mais c'est pas vrai, tout ça, enfin c'est pas vrai. En tout cas, c'est pas comme ça que ça se passe. Comment vous expliquez, vous, en tant que journaliste, c'est quand même assez bizarre, je trouve. Ah mais Donald Trump, du point de vue français et du point de vue de la gauche française, c'est l'ennemi à tous les points de vue. D'abord, c'est un milliardaire et la gauche n'aime pas les milliardaires, elle veut leur couper la tête. Ensuite, c'est un homme d'affaires qui n'a pas une grande culture intellectuelle, c'est pas quelqu'un qui vous dit qu'il a lu Descartes en se levant le matin, non, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Donc on ne l'aime pas. Ensuite, il a des politiques qui sont fondamentalement capitalistes. Et le problème, c'est que le capitalisme, c'est une machine à produire qui fonctionne très bien. Alors que le socialisme, c'est une machine à tuer, qui fonctionne aussi malheureusement très bien. Et donc, il est la personnification de l'opposition. Et plus il réussit, plus il met en avant leurs propres échecs. Donc Trump, c'est le dernier personnage qu'ils veulent voir réussir. Et donc, ils vont nier la réalité tant qu'ils le pourront. Et Dieu sait que lorsque je suis parfois invité à droite à gauche sur la télévision publique, je suis toujours le seul à défendre Trump. Et j'ai, comme vous le dites en face de moi, des gens qui nient la réalité. Qui refusent de voir le fait. Donc moi j'espère et je souhaite que les États-Unis et que l'économie américaine connaissent le boom que Donald Trump a préparé tout au long de 2025. On verra jusqu'à quel point il se concrétise, mais ce qui est sûr, c'est que depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a transformé l'Amérique en bien et qu'il est également en train de changer le monde et également en bien. Et quelque chose qu'on voit aussi, Gérald Olivier, quel que soit ce qu'on peut penser, c'est que encore une fois de plus, est prouvé que l'économie, évidemment, c'est au centre de tout, l'économie et l'énergie, mais le facteur humain est encore plus le centre de tout. On voit ce qui se passe depuis que Bukele est au Salvador, que Javier Milei est en Argentine, que Orban est en Hongrie, que Meloni est en Italie, et je ne parle pas de Trump et de Xi Jinping. Je ne les mets pas sur le même plan. Mais enfin, on voit que le facteur humain, qui est à la tête du pouvoir, peut changer beaucoup de choses, et y compris le réel. On dirait que chez nous, ça aussi c'est nié. Absolument. Le facteur humain, aussi bien à la tête de l'organisation qu'en bas. Parce que lorsque vous regardez l'économie américaine, ceux qui profitent le plus de l'effet Trump pour l'instant, c'est plutôt les travailleurs les moins favorisés. Tout à fait. Ce sont les travailleurs les moins qualifiés qui bénéficient de l'expulsion et du départ volontaire en grande quantité d'un certain nombre d'immigrants clandestins qui sont là pour faire baisser les salaires, et notamment les salaires des gens qui ont le moins de qualifications. Donc le facteur humain, il est présent aux deux bouts, si vous voulez, de la chaîne, en bas et en haut. Tout à fait, Gérald Olivier, d'autant plus, parce qu'on en a très peu parlé de ça ici, c'est que quand il dit, moi je ne veux pas que les maisons, les habitations soient prises par des grands groupes, je veux que les gens puissent quand même au bas de l'échelle, acheter leur maison et être propriétaires. Donc il a fait une loi en ce sens-là. Donc le milliardaire, vous savez, juste un mot, quand je suis allé le voir, que je l'ai interviewé il y a 10 ans, ça fait presque jour pour jour il y a 10 ans, mais quand j'étais allé dans un de ses meetings, je me rappelle, je crois que Mississippi au Alabama, et j'avais demandé en bon journaliste français, combien vous gagnez? Là, elle me disait $1 500, l'autre $2 000. Je disais, mais comment vous suivez un milliardaire? C'est pour répondre à votre propos. Il disait, mais on le suit parce que c'est un milliardaire. Je dis, pourquoi? Il dit, parce qu'il peut être ni acheté ni vendu. Bah oui, c'est ça, non mais c'est très très juste.
C'est très très juste. Et vous étiez à l'origine du mouvement MAGA, donc vous avez vu des gens qui avaient c'est cette mentalité-là qui a permis à Trump aujourd'hui d'être où il est. Et puis pour cette question des maisons individuelles, il faut comprendre que c'est très très important dans, je dirais, la mentalité, la culture américaine. Les Américains ont toujours été propriétaires de leur domicile. Quand vous êtes propriétaire de votre maison, personne ne peut vous en chasser. Et tout le monde veut devenir propriétaire. Il y a 50 ans, on se mariait à 20 ans et à 22 ans, on était propriétaire de sa maison. Aujourd'hui, les Américains se marient beaucoup plus tard et à 40 ans, ils sont toujours pas propriétaires de leur maison parce que le coût de la vie est beaucoup plus élevé. Ils veulent changer. Donc tout milliardaire qu'il est, il s'intéresse au commun des mortels et au commun de ses concitoyens. Très intéressant, en tout cas, Gérald Olivier, qui votera verra, mais il serait bon peut-être que pour nos pays, on réfléchisse un peu sur ce qui se passe là-dessus. À bientôt et merci encore pour vos éclaircissements. Merci de votre invitation. À bientôt. André Berkoff, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et c'est d'un sujet qui fait polémique en France depuis quelques jours, dont nous allons parler, à savoir l'offre 100% halal proposée par certaines enseignes de restauration rapide. Pourquoi certains y sont opposés? Pourquoi le halal fait recette? Vous aussi, vous pouvez réagir. On attend vos appels au 0826 300 300. On est en direct, André. Un appel aux auditeurs de Oui, votre très bien. Non, vous avez tout dit, Céline. On va parler effectivement de cette poussée du halal et pourquoi. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. André Berkoff, nous allons donner tout de suite la parole à Alain qui nous appelle de Lyon et qui souhaite réagir donc au sujet sur Donald Trump. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais juste te dire, Trump, il est à Davos. Davos c'est plus Klaus Schwab. Celui qui a pris, qui est vice-président provisoire de Davos, c'est Larry Fink, c'est BlackRock. Exact. C'est-à-dire que Trump est venu à Davos parce que BlackRock lui a demandé de venir et il a été le porte-parole de BlackRock. C'est-à-dire ce qu'il a annoncé à Davos, c'est ce que BlackRock lui a dit de dire. Vous croyez que Trump est le porte-parole de BlackRock? Mais je vais vous dire en quoi ça ne tient pas une minute ce que vous dites. Parce que BlackRock est le type qui veut absolument acheter tout ce qu'il y a comme territoire et maison, enfin lui et les autres aux États-Unis, pour effectivement que les gens ne puissent plus acheter des maisons. Et Trump vient de faire une loi qui dit justement empêcher les gros groupes. C'est que BlackRock, c'est plusieurs milliers de milliards de dollars. Hein. Donc franchement, je ne sais pas qui vous écoutez, mais je vous assure que là-dessus, mon cher Alain, vous êtes à côté de la plaque. BlackRock, c'est pas à l'échelle des États-Unis, c'est à l'échelle mondiale. BlackRock, c'est le monde entier qu'ils ont en cible. Oui. Larry Fink a annoncé qu'en 2030, il gérerait la totalité des actifs mondiaux. Mais ils ont ça. Mais je vous répète que la loi que vient de prendre Trump va à l'encontre totale de ce que veut faire Larry Fink. C'est exactement le contraire. Donc s'il était vraiment sous les ordres ou les fourches codines de BlackRock, il parlerait pas comme ça. Et vous savez très bien qui est derrière. Enfin, écoutez, renseignez-vous. Mais franchement, si vous écoutez un certain nombre de médias qui racontent n'importe quoi et qui ne veulent pas voir le réel, qui veulent voir le fantasme, demandez qui a acheté toutes les terres, à votre avis, de l'Ukraine. La moitié des terres de l'Ukraine, c'est BlackRock et Monsanto. Voilà. C'est pour ça et eux, ils veulent que ça continue puisqu'ils poussent à acheter autant de terres. Ils veulent surtout pas que la paix revienne en Ukraine. Alain. Franchement. C'est ce que je suis en train de vous dire. BlackRock, c'est l'échelle mondiale. C'est très facile de donner l'impression qu'on sauve sur l'histoire des Américains. Comme ça, c'est très gentil. Ça s'appelle de la communication, c'est de la pure politique. BlackRock, c'est le monde entier qu'ils ont en cible. Cette année, c'est 14 000 milliards en 2025 d'encours. Oui, mais alors. Chaque année, ils gagnent 2 000 milliards de plus. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vraiment récupérer le monde entier. Donc pour vous, BlackRock a déjà le monde et tous les gens qui parlent sont des valets de BlackRock.
C'est ça que vous dites. BlackRock n'a pas encore tout le monde. BlackRock est en train de prendre le monde entier. BlackRock n'est jamais qu'actionnaire des 20 000 premières sociétés mondiales. Oui, on le sait ça. Et actuellement, il est décisionnaire sur 70% de l'économie mondiale. Oui, mais enfin, donc, écoutez, Alain, vous ne voyez pas qu'il y a des politiques. Vous avez commencé par me dire, c'est Trump qui a invité, qui est BlackRock. Larry a invité Trump, et Trump est venu pour parler comme BlackRock. C'est faux. C'est tout ce que je vous dis. C'est faux. Ce qui est sûr, c'est que les propos de Trump sont ce que BlackRock lui demande de dire. Mais enfin, écoutez, arrêtez. On n'a aucun moyen de le prouver, ni vous ni moi. Mais si, Alain, je viens de vous prouver l'histoire des maisons. Si vous ne voulez pas écouter les faits, le réel, c'est pas la peine. On va pas discuter. Vous êtes dans votre absolument certitude. Voilà, tout se sait, tout est bien. Il est tout et tous les autres sont des valets. Et c'est comme ça qu'on n'avance pas. Et c'est comme ça qu'on est pris dans le métaverse et qu'on accepte tout. Vous savez, ça, c'est l'école de la passivité. Je vais simplement vous dire une chose. Il y a le facteur humain. C'est pas pour défendre Trump ou pas. Mais je vous assure que Trump et BlackRock, ce n'est pas du tout la même stratégie. Du tout. Alors que voilà. Simplement, on pourra en rediscuter si vous voulez. Mais très sincèrement, renseignez-vous sur ce qui se passe actuellement aux États-Unis et ailleurs. Renseignez-vous un peu qui préférait BlackRock, qui était très bien avec BlackRock et qui continue à faire la politique de BlackRock en Europe et ailleurs. Renseignez-vous vraiment à fond et vous verrez. Et vous m'appellerez et on en reparlera. Merci. La viande sur la table, la viande par terre, la viande sur les étals. Et oui, eh bien, cette viande, André Berkoff, sur les étals fait débat aujourd'hui en France, surtout quand elle est halal. Depuis mercredi, eh bien, KFC, un poids lourd du fast-food américain, réputé notamment pour son poulet croustillant, et ce depuis 80 ans, propose une offre... Kentucky Fried Chicken, exactement. Eh bien, depuis mercredi, cette enseigne propose une offre 100% halal dans 24 de ses 404 restaurants en France. Cette mesure divise pour certains. Elle représente un réel danger, André. Écoutez, je ne sais pas, moi je ne trancherai pas, nous allons parler avec des personnes qui connaissent ça beaucoup mieux que moi, que nous. Alors, effectivement, la viande halal, c'est la viande, comme on le sait, comme la viande cachère, qui est effectivement bénie et autorisée par les autorités religieuses musulmanes pour le halal, cachère pour la religion juive. Alors, il y a une pétition. Pourquoi on en parle? Parce qu'une pétition a été lancée, non à la génération de l'offre 100% halal en France. Une pétition lancée vendredi dernier par Bruno Franzetti sur change.org et qui a déjà recueilli plus de 15 000 signatures. Bonjour Bruno Franzetti. Oui, bonjour André. Bonjour. Alors Bruno Franzetti, on voudrait savoir pourquoi cette pétition. Je rappelle, on ne va pas la lire entièrement, mais vous pouvez tous, si ça vous intéresse, évidemment, de la consulter sur change.org. Simplement, vous dites, je lis la première phrase, tout le monde doit avoir le choix de manger halal ou pas. Si on ne veut pas nous laisser le choix de ne pas manger halal, nous irons simplement manger ailleurs, sans que ce soit du boycott pour autant. Mais nous assumerons nos positions en faisant diminuer leur chiffre d'affaires, etc., etc. Alors effectivement, Five Guys, KFC, un certain nombre d'enseignes alimentaires, notamment dans le fast-food, ont décidé de passer à halal. Mais qu'est-ce qui vous fait réagir, vous? Parce que on pourrait vous dire, oui, attendez, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre la viande halal et la viande non halal? Alors, moi, je peux vous parler de mon expérience. Ce qui m'a fait constater qu'on pouvait potentiellement acheter de la viande halal sans le savoir. Lors d'un dîner que j'ai donné, j'ai cuisiné un gigot d'agneau. Et de l'avis de tout le monde, il était plus sec et moins goûteux que d'habitude. Et un des invités était musulman et nous a dit qu'il y avait 99% de chances pour que ce soit un gigot halal, qui a été pourtant acheté dans une grande surface. Oui. Donc la viande halal aurait moins de goût? Je sais pas, moi personnellement j'en ai jamais mangé. C'est mon point de vue à moi et le point de vue d'une majorité de mes invités ce soir-là. Mais est-ce que c'est ça qui vous a conduit à faire la pétition ou ça, c'est une réflexion qui va plus loin? J'ai eu une autre petite alerte où en achetant du steak haché, j'ai trouvé que le steak haché avait une couleur beaucoup plus rose que d'habitude et encore une fois avait moins de goût. Je n'ai jamais eu la preuve que j'ai acheté ou pas de la viande halal, mais ça m'a fait m'interroger. Et puis l'actualité avec le passage de certains restaurants de fast-food
au 100% halal m'a fait dire non, c'est pas possible. On doit avoir le choix et on doit en être informé. Il faut que tout le monde ait le choix. Ceux qui souhaitent manger halal, comme ceux qui ne le souhaitent pas. Oui. Oui, il faut le préciser, André Berkoff, parce qu'aujourd'hui, un commerce qui vend du halal n'a aucune obligation, c'est bien ça, en matière d'affichage et de provenance de la viande? Alors ça, moi, c'est ce que j'ai lu au niveau d'Internet. Maintenant, je ne suis pas... Non, parce que... Oui, non, attends, là, on introduit quelque chose et ce n'est pas... Le problème, ils disent, enfin, par exemple, KFC et compagnie, affichent viande 100% halal. Vous, ce que vous dites, en fait, Bruno Franzetti, vous dites, en fait, il y a une connotation là-dedans. Ce que vous souhaitez, pour bien comprendre votre pétition, vous vous dites, chacun a le droit de manger halal ou pas halal s'il le veut, mais il faut que ce soit dit, que ce soit dans les supermarchés, dans les enseignes, dans les restaurants, que ce soit absolument dit de façon très claire. C'est ça ce que vous dites ? Exactement. Je trouve qu'à l'ère de la traçabilité, on doit être capable de rajouter 5 lettres sur une étiquette spécifiant que la viande est halal. Et après, à chacun de se positionner en fonction de ses goûts, de ses choix personnels ou de ses croyances ethniques ou religieuses, ou religieuses, pour choisir, mais en connaissance de cause, encore une fois. Moi, le but de la pétition, c'est d'offrir une alternative à un boycott en forçant ou en voulant pousser, en tout cas, les autorités, les grandes surfaces, les chaînes de fast-food à de la transparence dans le choix qu'ils laissent ou qu'ils ne laissent pas à leurs clients. En l'occurrence, pour KFC, je ne sais pas si c'est le cas, mais je ne le crois pas, ça serait à vérifier. Il faut que, avant l'entrée du magasin ou à l'entrée du magasin, soit affiché que ce magasin sert de la viande 100% halal. Voilà. D'accord. Alors, non, on voit très bien. Et encore une fois, votre pétition se lit sur change.org. Je rappelle juste, Céline, dans le rapport l'a fait. On rappelle que l'enseigne a certifié. On parle de KFC France. Il dit voilà, ça correspond à une évolution du marché. En effet, en France, en 2025, le chiffre d'affaires du halal est estimé entre 7 et 12 milliards d'euros, contre 5,5 milliards en 2010, soit une augmentation de 27% en 15 ans. Bonjour Alain Peretti. Oui, bonjour André. Bonjour. Alors Alain Peretti, je rappelle que vous êtes un des vétérinaires les plus coriaces sur la place de France et de Navarre, que vous êtes président de l'association Vigilance Halal. Vous suivez cette affaire depuis des années, depuis plus de 10 ans, et vous avez écrit d'ailleurs Vérité cachée sur la viande halal, paru aux éditions Godefroy de Bouillon. Alors il y a des gens effectivement et des internautes et autres qui appellent à un boycott, d'autres effectivement disent écoutez, bon c'est l'évolution de la société. De plus en plus de gens aiment manger halal, c'est leur droit le plus strict. Quelle est votre position sur cette question ? Alors, je crois qu'il faudrait commencer par poser le débat dans le bon tempo, dans la bonne... parce que, si vous voulez, le problème du halal, c'est que ce n'est pas une nourriture exotique, ce n'est pas... Lorsque vous mangez des nems ou des tacos, vous ne posez pas de questions sur ce qui est derrière. Le problème, c'est le problème du halal. Le halal pose trois problèmes essentiels que je vais vous donner très rapidement. D'ailleurs, il y a une petite remarque amusante avant de commencer. Votre jingle de début de l'émission, les carottes sont cuites et nous allons ajouter aujourd'hui le bœuf aux carottes pour un petit plat mitonné. Voilà. Alors, je reviens au propos, à savoir que le halal, la viande, parce qu'on c'est la viande, c'est essentiellement à la viande, c'est la viande qui est en cause ici, pose 3 problèmes. D'abord, une souffrance animale, c'est-à-dire que pour abattre halal, il faut déroger à une règle absolue, normalement, une loi qui existe dans notre pays, qui oblige à étourdir l'animal avant pour pouvoir le tuer, donc le saigner ensuite. D'accord. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est un problème sanitaire, parce que justement, le non-étourdissement qui est demandé oblige d'une certaine manière à saigner l'animal, puisqu'il bouge, à faire pour le saigner une grande incision
qui sectionne la totalité du cou et pour couper les jugulaires et les carotides, puisqu'il y en a une de chaque côté. Et cette section de l'œsophage et de la trachée est totalement interdite par la loi pour des raisons d'hygiène. Parce que à partir du moment où vous avez coupé l'œsophage, vous avez l'estomac qui se déverse et qui va souiller toute... donc, c'est une technique... Là, c'est raison sanitaire, oui. Donc là, il y a une raison sanitaire. Mais par exemple, quelle maladie ça peut entraîner chez l'humain, alors, qui en consomme? Alors, essentiellement, parce qu'il y a des cas qui sont répertoriés tous les ans et qui sont en augmentation, bien entendu, ça entraîne notamment le SHU, le syndrome hémolytique et urémique, qui est provoqué par une bactérie du genre Escherichia coli, et notamment la souche O157H7, qui est présente dans la panse des animaux. Donc, vous voyez, ça c'est... Et le troisième, oui, c'est donc très important pour la santé. Et le troisième, juste... Voilà. Et alors, donc, une illustration, ça a été à Saint-Quentin dans l'Aisne, au mois de juin dernier, où il y a eu un cas avec de nombreuses personnes atteintes, et une fillette de 11 ans qui est morte justement de ce syndrome hémolytique et urémique, et où on a fermé 6 boucheries halal à Saint-Quentin. D'accord, à Saint-Quentin. À Saint-Quentin dans l'Aisne. Dans l'Aisne, oui. Bon, ça c'est le deuxième pilier. Le troisième, c'est le financement d'un culte par le biais de tous les ressorts financiers qu'il y a derrière le halal, l'abattage halal. Alors, on va en parler. Alors, juste, on fait une petite pause, Alain Peretti. C'est très intéressant d'avoir effectivement toutes ces informations. On va revenir sur le financement juste après cette petite pause. On se retrouve à tout de suite. Restez avec nous. On a beaucoup de choses à dire sur ce sujet et sur beaucoup d'autres. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, on poursuit notre discussion avec Alain de Peretti, qui est vétérinaire, président de l'association Vigilance Halal. Bonjour, vous nous parliez du marché halal en France, Alain de Peretti, il y a quelques instants sur Sud Radio. Que finance ce marché précisément? Alors justement, c'est un des gros problèmes. Parce que le halal manipule des sommes qui sont phénoménales. Vous avez donné d'ailleurs une petite indication tout à l'heure. Vous avez dit 14 milliards. 7 à 12 milliards d'euros en 2025 contre 5,5 milliards d'euros en 2010. Voilà. Alors, donc ces sommes, évidemment, représentent quelque chose d'important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça finance l'islam, ça finance des mosquées. Bon, l'islam, c'est ça finance. Ah oui, vous voulez dire des mosquées, des établissements religieux, c'est ça? Oui, voilà. Oui. Établissements religieux, donc c'est une dîme que tous les consommateurs qui consomment du halal vont verser. Il faut quand même qu'ils soient informés de cette chose. Ça, c'est un premier point. Et il y a donc des indications qui nous viennent d'Amérique et du Canada, des États-Unis et du Canada. Aux États-Unis, il y avait eu un procès d'État, fédéral, sur l'utilisation justement de l'argent qui provient du halal, le procès Holy Land, qui avait démontré que l'argent du halal permettait de financer des organisations terroristes. Ça a été prouvé, ça. C'est au Canada. Ça a été prouvé. Non, aux États-Unis. Aux États-Unis. Et donc, il y a au Canada, par contre, c'est une enquête d'un journaliste qui s'appelle Marc Lebuy, dans les mêmes eaux, qui avait prouvé exactement les mêmes choses. Et tous ces mécanismes, on les retrouve également en France, bien entendu, et on peut avoir une suspicion légitime sur cette utilisation malencontreuse. Donc le financement, effectivement, l'opacité du financement, c'est ça. Voilà. Donc ce serait vraiment un instrument de conquête, selon vous? C'est un instrument de conquête, voilà. Alors c'est là, à partir des trois piliers que je vous ai évoqués tout à l'heure, c'est là qu'on en arrive à ce qui est gênant dans le halal.
Parce que le halal, la notion de halal, c'est pas uniquement pour la viande. C'est, donc évidemment, vous le savez, c'est l'alcool, etc. C'est la notion de pureté, la notion d'interdit, la notion de loi, c'est la loi islamique, c'est-à-dire la charia. Et donc, excusez-moi, j'ai le chat dans la gorge. Oui. Donc, le grand moufti de Bosnie-Herzégovine, son nom m'échappe à l'instant où rien, c'est pas. Allez-y. Avait dit en 2008 au Congrès mondial du halal à Islamabad, il a dit nous pouvons conquérir le monde grâce au halal. Et le halal, c'est un moyen qui est, vous avez vu donc hier, je crois, les frères musulmans ont été désignés comme un groupe terroriste à l'Assemblée nationale, et c'est un moyen qui est utilisé, donc surutilisé, donc de façon stratégique par les frères musulmans. Ça a été très bien décrit d'ailleurs par Madame Bergeau-Blaclair. Oui. Alain Peretti, c'est intéressant. Nous avons un auditeur, oui. Je crois, qui voudrait effectivement vous interroger là-dessus. C'est Claude de Perpignan. Oui, bonjour Claude. André Berkoff, et bonjour à votre intervenant. Oui, moi, ce que je voudrais demander à notre intervenant, justement, c'est l'élargissement du champ du halal, pas seulement à la viande. J'ai cru comprendre, ou je me suis laissé dire une fois, que tous les produits qui mettaient qui mettaient en œuvre dans leur chaîne de production des travailleurs ou des travailleuses femmes menstruées étaient par définition halal. Alors ça, c'est la première question comme repère. Et puis la deuxième, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que je vois de plus en plus de jeunes type lycéennes, donc des jeunes filles qui peuvent être majeures, mais à la limite qui sont voilées, qui se voilent, leur nombre augmente. C'est donc un moyen également, encore une fois, d'identification, de constituer, de marginalisation de leur groupe. Et en fait, si je mets ça en parallèle avec les enquêtes qui sont faites en disant que parmi les jeunes musulmans, il y en a de plus en plus aujourd'hui, parmi les jeunes justement, y compris les garçons qui sont pour le développement de la montée de la charia, je me dis que peut-être qu'on devrait dire que le voile, comme l'abattage halal, c'est deux choses qui sont absolument pas souhaitables dans notre société. Alors parlons. Oui, très bien Claude. Non, on vous a bien entendu. Alors rapidement, parce que nous arrivons hélas en fin d'émission. Alain Peretti, alors on parle du voile, c'est une chose, on parle du halal, alors considéré effectivement comme une stratégie. À votre avis, alors le halal, pour parler de ça, soyons très très clairs, est-ce qu'il faut l'interdire ou il faut, comme disait monsieur Pranzetti, il faut le dire simplement, voilà, chacun a le droit de manger ce qu'il veut, mais où vous, personnellement, Vigilance Halal, vous êtes pour l'interdiction? Alors, je pense qu'il faut en arriver à l'interdiction, ou en tout cas, c'est là où M. Franzetti a raison, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un étiquetage. Et d'ailleurs, l'association que j'ai l'honneur de présider a mis au point, et M. Franzetti n'a pas l'air de connaître, cette application qui permet de savoir si la viande que nous consommons est halal par l'application Suivez le coq qu'on peut avoir sur tous ces smartphones. Suivez le coq, mais on l'a sur votre Vigilance Halal, sur votre site Vigilance Halal. Voilà. C'est ça. Voilà, tout à fait. Donc ça c'est un moyen déjà, puisque l'État refuse obstinément d'étiqueter, d'obliger à l'étiquetage, ça serait déjà la première des mesures. Mais il faut surtout dire ce que dégage le halal. Le halal, c'est un moyen donc pour maintenir les populations musulmanes qui sont chez nous, donc pour les maintenir sous l'emprise de la charia, ça c'est le premier point. Deuxième point, pour habituer le reste de la population à tolérer la charia. Or, la charia, donc on en arrive à cette conception que la charia est incompatible avec notre société. C'est-à-dire que c'est là où intervient
L'interdiction éventuelle. C'est un autre débat. C'est un autre débat, effectivement, ça peut se discuter. Chacun a son opinion là-dessus. Mais sur la viande halal, incontestablement, se pose le problème de l'étiquetage, en tout cas. Se pose le problème que chacun sache, effectivement, enfin, c'est une position, que chacun sache ce qu'il mange et ce qu'il a à manger. Ça me paraît, en tout cas, la moindre des choses, que ce soit halal, kasher ou autre. Merci beaucoup, Alain de Peretti.